Bonsoir à toutes et à tous. Nous consacrerons la dernière partie de cette émission à vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux. La CGT a donc fait une ouverture pour sauver l'usine Goodyear d'Amiens Nord. Elle serait ce soir prête à valider un projet de reprise des pneus américains Titan si le groupe s'engage à poursuivre la production, bien entendu. La CGT qui dénonce par ailleurs le déchaînement politico-médiatique dont elle ferait l'objet. François Hollande évoquant les occasions perdues et la CFDT des positions dogmatiques. Je vous rappelle qu'en 2012, 266 sites industriels français ont fermé. C'est pourquoi nous avons intitulé cette émission Sociale, la CGT jusqu'au bout. Et voici les invités qui ont accepté d'y participer en direct comme chaque soir. Françoise Guingue est membre de la direction nationale de la Fédération Santé de la CGT. La CGT que vous représentez au Conseil économique, social et environnemental où vous présidez la section du travail et de l'emploi. Raymond Soubier, lui, président de la société de conseil Alixio, expert en gestion des ressources humaines et des politiques sociales. Je rappelle que vous avez été conseiller social à l'Élysée sous Nicolas Sarkozy de 2007 à 2010. Bernard Vivier, lui, économiste et historien, directeur de l'Institut supérieur du travail. L'IST est un centre privé qui intervient dans le domaine de la recherche, de la formation et de l'expertise sur les relations du travail. Enfin, Nicolas Bouzou est économiste. Vous dirigez Asteres, société d'analyse économique et financière, et vous êtes directeur d'études à l'Université Paris 2 Assas. Votre dernier livre, Le chagrin des classes moyennes, est paru, lui, chez Lattès. On va commencer cette émission en évoquant Petroplus, parce qu'après on va remonter le fil des différents dossiers. Peut-on avoir quelques éléments, notamment sur ce mystérieux repreneur égyptien? Comment se fait-il qu'un personnage déboule comme ça, je dirais, au milieu des négociations? Je vous vois sceptique, Françoise Guingue. Écoutez, sceptique parce que je viens d'apprendre, juste avant de rentrer sur le plateau, cette information et qu'évidemment, ne sachant ni de près ni de loin qui est ce repreneur, ni ce qu'en pensent les organisations syndicales sur place, et pas seulement la CGT d'ailleurs, il me semble bien difficile d'apporter une appréciation sur le sujet. Mais je dirais, ça arrive, le dossier de dernière minute qui déboule comme ça toujours, sur un site industriel? Toujours. Il y a toujours des dossiers de dernière minute, plus ou moins sérieux, plus ou moins construits. Avec une fois sur 30 ou 40 une réussite à la clé et 29 fois sur 30 une déception supplémentaire pour les salariés. C'est pour ça que tout ce jeu de repreneurs qui débarquent des quatre coins du monde le dernier quart d'heure a un côté un peu angoissant. Parce qu'on est effectivement dans le dernier quart d'heure. Et alors aujourd'hui, on citait, enfin, sur le papier, ça avait l'air ahurissant, une solution libyenne, enfin bref, des solutions X ou Y. Pardonnez-moi, sont des dossiers, d'après vous, qui ont été quand même travaillés, ou c'est vraiment le jeu de cartes de poker menteur du dernier instant? Et j'allais vous dire, si tel est le cas, ça fera encore plus souffrir ceux qui attendent une réponse, Raymond Soubier. Oui, sur ces dossiers-là, il y a un travail considérable qui est fait par les services de l'État. Quels que soient les gouvernements successifs ou les majorités successives. Donc il y a des recherches de repreneurs, il y a des gens très compétents qui se consacrent à ça pendant un très longtemps. Et c'est la raison pour laquelle les surprises ou les offres de dernière minute sont sympathiques si elles peuvent aboutir. Hélas, souvent, elles ont des motifs autres que, je ne dis pas que c'est le cas, là je n'en sais rien, elles ont des motifs autres que le motif officiellement évoqué, qui est de préserver, de sauver le site. Mais les Égyptiens qui puissent rentrer comme ça, je dirais, sur un site quand même important, avec une valeur forte, en tout cas à l'achat, même si c'est pour faire une reprise dans des situations difficiles, il y en a beaucoup? Non, il n'y en a pas beaucoup, mais chaque fois dans des affaires de ce type, il apparaît des offres qui, encore une fois, de temps en temps aboutissent, heureusement, mais bien d'autres fois ne sont pas très étayées, ne sont pas très sérieuses et sont motivées par des raisons soit médiatiques, soit autres, qui n'ont rien à voir, en fait, avec l'intérêt du site et l'intérêt du salarié. Mais encore une fois, je ne dis pas que c'est le cas de cette offre égyptienne. Bon, on découvre, rien. Voilà, on découvre tout ça. Je vous voyais réagir à la notion d'investisseur égyptien de dernière minute. Oui, parce que vous pensez que ça existe? Oui, bien sûr. Et je pense qu'il y en a de plus en plus. Et c'est intéressant d'ailleurs de voir l'origine des repreneurs potentiels. Alors c'est vrai sur Petroplus, mais c'est vrai sur d'autres types d'entreprises. Ça a été des Libyens. Là, dans ce cas présent, ça a été des Iraniens. Maintenant, des Égyptiens. Et je crois que là, on a une illustration véritablement du basculement du monde. C'est-à-dire que depuis 2012, ce que peu de gens savent, mais ce qu'on appelle les pays émergents représentent plus de la moitié de l'économie mondiale.
mondiale et surtout l'épargne est concentrée dans les pays émergents. C'est-à-dire l'épargne qui va racheter les entreprises occidentales, elle est concentrée dans les pays émergents. Et je sais que ça peut paraître extrêmement déstabilisant pour les gens qui nous regardent, mais en réalité, ceux qui vont sauver nos entreprises viennent plutôt de ces pays-là. Alors, je vais être très honnête avec vous, je ne connais pas cette entreprise qui est localisée visiblement près du barrage d'Assouan, mais je crois qu'il faut faire cette pédagogie, à savoir que ceux qui vont racheter des entreprises industrielles de ce type se trouvent aujourd'hui moins aux États-Unis ou en Hollande qu'au Maroc, en Tunisie ou en Égypte. Donc vous nous dites qu'il ne faut pas s'en étonner. C'est dans la marche du monde, et si je vous comprends bien surtout, Nicolas Bouzou, dans la marche de l'épargne et des gens qui aujourd'hui peuvent acheter. Oui, mais je peux vous donner un chiffre. Le taux d'épargne, vous savez, on a coutume de dire qu'en France, par exemple, les ménages épargnent beaucoup. Oui, c'est même énormément. 15% de leurs revenus, d'accord? Et encore, c'est une épargne qui va beaucoup en livret A ou en assurance vie, c'est-à-dire pas beaucoup dans les entreprises comme Petroplus. Mais les Chinois, pour vous donner un ordre de grandeur, épargnent 45% de leurs revenus. Et c'est un revenu qui va en très grande partie dans les entreprises occidentales. Et c'est pareil en Inde, et c'est pareil au Brésil. Donc cette masse colossale d'épargne, elle est concentrée, ce qui est normal, dans les pays dans lesquels vous avez la plus forte croissance. Et je crois qu'il faut se faire à cette idée, mais je le répète, qui est extrêmement déstabilisante, mais en même temps c'est la marche du monde, à savoir que ce sont eux qui nous aide. Alors, à l'arrivée, je ne parle plus de Petroplus, hein, ma question est dans le général, ce sera une bonne chose pour l'économie française. Je rappelais, 266 sites industriels fermés l'an dernier. Ce sera une bonne chose pour l'économie française ou ça peut être potentiellement dangereux? Non, ce sera forcément une bonne chose. En dehors, évidemment, de sites ou de secteurs qui peuvent être considérés comme étant éminemment stratégiques. Alors là, on est... Bon, éventuellement dans un cas limite, bon, mais je vais dire de façon générale, c'est forcément une bonne chose. Si ces gens-là viennent chez nous, ça veut dire qu'ils trouvent quand même un intérêt à remettre à niveau notre secteur et notre industrie. Vous savez, là, on est dans des industries, il faut se dire la vérité, dans lesquelles il y a eu assez peu d'investissements, de modernisation, de remplacement du capital ces dernières années. Donc, soit on les laisse tomber, soit vous avez des gens qui mettent de l'argent. C'est le cas des raffineries. Les raffineries françaises, il faut les remettre à niveau du point de vue technologique. Vous avez des raffineries aujourd'hui dans certains pays émergents qui sont beaucoup plus modernes que les raffineries françaises. Ça ne veut pas dire qu'il faut forcément laisser tomber les raffineries françaises, ça veut dire qu'il faut des montants absolument colossaux. Et ces montants, pardon de le répéter, viennent plutôt des pays émergents. Donc oui, ce sera une bonne nouvelle. Raymond Soubi, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, non, simplement je suis tout à fait de l'avis de Nicolas Bouzou. Moi, je crois qu'on est dans une période de changement du monde, de l'équilibre du monde, des équilibres dans le monde. Et ce qu'on appelle la crise, qui est un mot précis et vague, surtout vague d'ailleurs, quant à l'origine, moi je pense que d'abord c'est ça. Et que ça va avoir des conséquences énormes sur les mouvements de capitaux, sur la propriété des entreprises et donc quand même quelque part sur leur mode de gestion, sur les exigences de rentabilité qu'auront ces investisseurs et qui donc nous échappera de plus en plus. Et donc ça veut dire que nous sommes de moins en moins seuls au monde, si tant est que nous l'ayons été une fois dans l'histoire, et que, encore une fois, il y a une puissance financière de ces pays qui est une puissance financière extraordinaire, comme d'ailleurs en termes de compétition. Une puissance de compétition qui est également extraordinaire. Hier, sur ces questions, ayant pour base les plans sociaux et sur France 2, Alain Madeleine disait qu'il ne faut plus parler de crise, il faut parler de mutation. Vous reprendriez ce terme Oui, moi je pense que... Parce que je ne suis pas un aussi éminent économiste, même beaucoup moins éminent, même pas éminent du tout, que Nicolas... C'est le Festival des Fleurs en début d'émission. Que Nicolas Bouzou. Mais je crois qu'en effet, on n'est pas tellement dans un cycle classique, c'est-à-dire il y a des hauts et il y a des bas. Certains pensent en France, par exemple, qu'après des bas, il va forcément y avoir des hauts. Et que donc il suffit d'attendre... Et on aura de bonnes surprises. Moi, je ne crois pas. On aura peut-être une amélioration, quelque part, il y aura un effet du cycle, mais qu'en dessous, et c'est quand même l'essentiel, il y a ce phénomène de redistribution des richesses, parce que c'est comme ça dont il s'agit dans le monde, et qui fait qu'il y a des conséquences sur la propriété de nos entreprises, c'est ce que disait Nicolas Bouzou, mais aussi sur notre niveau de vie et sur la manière de concevoir nos régimes sociaux. Juste une question pour vous, Françoise Guingue, avant qu'on découvre le premier reportage consacré à Goodyear, mais voilà, des investisseurs libyens ou chinois, bref, cette partie du monde qui vient à nous notamment à travers la concurrence d'un certain nombre de produits, mais aussi aujourd'hui on est en capacité d'acheter. Est-ce que ça va changer aussi le boulot pour le coup des syndicalistes et même pour vous la vision de votre travail et les personnes que, enfin voilà, les gens que vous aurez en face de vous, vous y songez?
Ah, complètement, mais je crois que la première question qu'il faut se poser avant de dire est-ce que c'est un Libyen, est-ce que c'est un Égyptien, c'est de savoir quelles sont les intentions avec lesquelles il arrive, quelle est l'idée qu'il a derrière la tête en reprenant. Après, évidemment qu'il va falloir avoir des exigences. Je trouve d'une part que c'est dommageable qu'on ne trouve pas les capitaux en France pour reprendre ne serait-ce que la propriété intellectuelle. Aujourd'hui, la France a des capacités que n'ont pas d'autres et finalement, c'est la mondialisation qui vient s'imposer dans les entreprises françaises et en France. Et c'est un peu particulier. Alors après, écoutez, il faudra bien, et je pense que si ces entreprises étrangères viennent s'implanter et reprendre des sites français, elles ne sont pas sans méconnaître aujourd'hui ce qu'est le droit social en France. Il n'est pas question. Alors, je ne partage pas tout à fait les deux, enfin, le mot utilisé de mutation. C'est pas une mutation. On est vraiment dans une crise. Et si vous demandez aux salariés comment ils vivent ces mutations, ils vous parleront de violence et de ce qu'ils subissent. Alors, je crois que le mot mutation est un mot peut-être à utiliser en termes d'économie et encore. Mais socialement, on ne peut pas mettre des mots aussi soft sur des violences qui sont faites aujourd'hui avec tous ces plans sociaux et les situations dans lesquelles sont les salariés. Il va falloir, si ces entreprises viennent, eh bien qu'elles écoutent ce que le droit social français met en vigueur et qu'elles négocient autour de ce qu'est le droit social français. Un dernier mot là-dessus, Bernard Vivier? Oui. Il est clair que les systèmes... Ça fait bizarre, pour le dire avec des mots simples, ça fait bizarre. Enfin, voilà. On comprend bien qu'il y a un équilibre du monde qui a changé, mais cette situation paraît étrange, elle est perturbante, elle est déstabilisante. Et puis après, on se reprend et on réfléchit. Mais attendez, c'est ainsi, c'est le monde qui va. Ne considérons pas que les Chinois, les Indiens ou d'autres régions du monde sont des philanthropes ou parce qu'ils ont beaucoup d'argent économisé, ils veulent le placer et nous aider. Ils le font parce qu'ils considèrent que leur intérêt est là. Et donc cette évolution, elle est là. C'est une crise sur le plan social, c'est une mutation sur le plan économique, mais c'est là. Et donc la question pour nous, c'est de ne pas être statique et nationaliste. Pas être statique, c'est-à-dire ne pas considérer qu'il faut sauvegarder l'usine, il faut sauvegarder l'emploi, que c'est une fin en soi une usine. Et puis il ne faut pas être nationaliste et ne pas considérer que c'est l'État français qui va nous apporter la réponse. Nous avons besoin d'une solidarité européenne. Donc ces deux aspects sont deux aspects importants. C'est le jeu des acteurs. Sont-ils mûrs, les acteurs patronaux, syndicaux, gouvernementaux? La question est ouverte et nous avons des réponses à géométrie variable. Nous allons partir maintenant chez Goodyear. Vous allez le voir à Amiens en ce moment. On est en train de devenir une sorte de cas d'espèce, à la fois politique, syndical et médiatique, mais tout cela bien entendu sur fond industriel et de problèmes d'emploi. Le conflit et les plans sociaux ont lieu chez Goodyear et à l'usine d'Amiens Nord, alors que chez Dunlop, dans l'usine d'Amiens Sud, on a préservé l'essentiel, mais au prix d'énormes efforts. Nous allons faire le point de la situation ce soir où visiblement c'est peut-être en train de bouger avec Maxime Beneteau et Pierre Dehorne. Goodyear, Amiens Nord d'un côté, Dunlop, Amiens Sud de l'autre. Deux usines jumelles, elles appartiennent au même groupe. Une route les sépare, mais tout les oppose. La direction a annoncé la fermeture de Goodyear, mais investit plus de 40 millions d'euros sur le site d'en face. Car en 2008, les salariés de Dunlop ont fait des concessions en passant au 4-8. 2 jours de travail le matin, 2 jours l'après-midi, 2 jours la nuit. Tous n'apprécient pas, mais tous ont conservé leur emploi. Ça a impliqué pour les salariés énormément de sacrifices en termes de vie de famille, sociale, culturelle. En fait, on peut plus avoir la vie qu'on avait avant. Je veux dire, quand vous avez vos enfants qui font partie d'un club de football, que vous devez aller voir le dimanche et au final vous êtes obligé de venir travailler coincé ici. En termes de vie de famille, vie sociale, ça a été une véritable catastrophe. Il y a un contexte économique qui est défavorable, il y a l'industrie de l'automobile qui suit pas. Donc après, je crois qu'il faut un peu de flexibilité et puis pas toujours rester rigide quand on voit l'issue de l'usine, enfin de l'activité. Voilà. À la CFTC, les imprimantes tournent à plein régime. Le syndicat veut rappeler les bénéfices de cet accord qu'elle a signé en 2008. À l'époque, beaucoup ont eu l'impression d'avaler des couleuvres, mais ils vantent aujourd'hui leur méthode, conciliation et pragmatisme. Il faut admettre que le 4-8, de toute façon, personne n'en voulait. Même nous, en tant qu'étiquette CFTC, nous ne souhaitons pas le 4-8. Ça a été, à l'époque, ça a été le chantage à l'emploi, c'était soit ça, ou alors c'était des fermetures de sites annoncées par le groupe. Donc à l'époque, nous avons fait le choix de faire passer l'usine de Dunlop en 4-8. Aujourd'hui, est-ce que ce choix nous donne raison? J'aurais tendance à dire oui. Quand je vois l'actualité, notamment la fermeture annoncée de l'usine d'Amiens Nord, nos voisins, on peut que penser aux 1200 salariés qui sont actuellement
effectivement en train d'y réfléchir sérieusement. Sur le site d'Amiens Nord, la CGT a refusé de céder. Depuis, toutes les négociations ou tentatives de reprise du site par l'américain Titan notamment ont échoué. Alors bonjour à toutes et à tous. Je venais d'abord vous dire que... Mickaël Ouamin est le leader déterminé du syndicat. Cet après-midi, il est venu donner de la voix pour soutenir les salariés de chez Peugeot. Pour lui, la responsabilité de l'échec des négociations chez Goodyear doit être entièrement imputée à la direction du groupe. Aujourd'hui, on est devant une direction qui veut trouver des coupables à sa gestion catastrophique du site. Et il faut savoir que l'usine d'Amiens Nord, elle n'est pas dans cette situation-là depuis 2007, c'est pas nouveau. Depuis les années 2000, il n'y a plus d'investissement sur notre établissement. Et nous, on a vu le coup arriver, on a alerté tout le monde, les pouvoirs publics, le préfet, le ministère du Travail, la direction départementale du Travail. Tout le monde a joué l'autruche, ils ont mis la tête dans le sable. Et aujourd'hui, certains se réveillent en disant on va sauver cette usine, on va y trouver un repreneur, on va donner un avenir. Il faudrait que la CGT mette de l'eau dans son vin, il faut arrêter de nous prendre pour des cons. Pinocchio qui est Hollande et puis Gepetto qui est Montebourg, il faudrait peut-être qu'ils arrêtent de nous mentir, quoi. Le choix de la fermeté est largement partagé puisque sur le site d'Amiens Nord, la CGT est majoritaire à hauteur de 80%. Parmi les quelques voix discordantes, certaines préfèrent ne pas se faire entendre depuis le site de Goodyear. C'est un véritable gâchis, c'est du jusqu'au-boutisme au nom d'une idéologie qui n'apportera rien sinon que la misère totale pour les salariés de chez Goodyear Dunlop. Et nous avons chez Goodyear Dunlop des gens capables de faire du bon travail, un équipement capable de fournir des pneus agraires de très haut niveau, donc il faut saisir l'occasion, négocions avec un repreneur et renégocions un plan de départ volontaire de manière à ce que personne ne soit laissé sur la touche. Ferme, mais pas dogmatique. En cette fin d'après-midi, la CGT a voulu balayer les critiques. Pour sauver le site d'Amiens Nord, elle s'est dite prête à se remettre à la table des négociations avec l'américain Titan. Alors, je vais prendre la question SMS dans un instant, mais la première question qu'on pourrait vous poser, Françoise Guinck, c'est pourquoi ce qui était impossible il y a 2 ans, je parle de Titan, devient possible aujourd'hui ? Écoutez, je pense que c'était peut-être possible avant, mais là, les salariés doivent être acculés. Moi, ce qui m'a intéressé dans le reportage, c'est aussi l'expression du représentant CGT qui dit que depuis X années, il n'y a pas eu d'investissement dans cette entreprise. Donc, il ne s'agit pas que de mettre en cause la volonté des salariés ou non à négocier, mais peut-être aussi regarder globalement la position de l'entreprise. Le dialogue social, c'est deux. Tout est violent. Je dirais pour tout le monde et de la part de tout le monde. La situation pour les salariés, le procès qui est fait aussi à la CGT de bloquer la reprise, les prises de parole des uns et des autres, ce qui se passe au sein même de l'usine où on se pose des tas de questions, on a quand même un délégué de la CGC qui préfère parler en dehors, c'est pas par hasard, et voilà, et en même temps on peut pas accuser la CGT non plus de casser les usines. Bon, mais sauf que toutes ces questions sont posées. Est-ce que vous pensez que des positions parfois dogmatiques de votre syndicat, puisque c'est le terme à la mode qu'on emploie, peut aboutir à la casse dans une usine? Est-ce que ce sont des questions que vous vous êtes déjà posées? D'abord, il me semble qu'il n'y a pas de position dogmatique. Il y a des cas d'espèce en fonction des lieux où l'on est et d'une. Je crois que la CGT est la première organisation à signer des accords dans les entreprises. Donc je pense qu'on ne peut pas avoir un cliché aussi négatif que ça. Moi, je me dis que l'absence de négociation, la résultante aujourd'hui, la situation dans laquelle on est, on ne peut pas l'imputer qu'aux seules organisations syndicales. D'abord, la CGT représente 80%. C'est la volonté des salariés. On peut dire ce qu'on veut de la démocratie, mais en tout cas, ils sont représentants de cette démocratie. Oui. S'ils ont négocié avec l'accord des salariés, et s'ils se retrouvent dans cette position, c'est qu'ils portent un message de leur mandant et un message fort. Je ne pense pas qu'il y ait de position dogmatique. Je pense qu'il y a une qualité du dialogue social qui n'est pas conforme aux mutations, disiez-vous, aux nécessaires évolutions, mais tout simplement au fonctionnement des entreprises aujourd'hui. L'entreprise n'investit pas. Là où les entreprises ont demandé aux salariés de faire des efforts, et je ne prends que Conti, on a vu le résultat. Chat échaudé craint l'eau froide. Moi, je pense qu'il y a des salariés qui sont méfiants aujourd'hui. Il y a des organisations syndicales qui sont méfiantes. On leur dit « serrez-vous la ceinture et ça ira mieux demain ». Et le demain a été pire qu'au moment où ils se la sont serrés. Donc, pourquoi ce qui a été possible dans une... Enfin voilà, elles sont à quelques centaines de mètres de distance, les deux usines. C'est ça qui est troublant. Pourquoi ce qui a été possible dans l'une n'est pas possible dans l'autre ?
Eh bien, je pense que c'est tout simplement la question de la représentativité, la question de ce qui a été mis sur la table. Est-ce que les accords... moi, j'ai entendu un des représentants dire que ça a sauvé l'usine. Pour combien de temps? Et on va voir jusqu'où. Moi, je ne sais pas ce qui a été mis sur la table à ce moment-là dans la négociation d'un côté et ce qui a été mis de l'autre. Monsoubi. Oui, d'abord une remarque. Est-ce qu'Amiens devient d'une certaine façon un cas d'espèce, quoi? Oui, sur ce que vous avez dit tout à l'heure, vous aviez parlé de la CGT, la question que vous avez posée à Françoise Guingues. Mais il y a beaucoup de maisons dans la maison du père, si j'ose ainsi m'exprimer. Je veux dire par là qu'il y a beaucoup de tendances sur le terrain de la CGT. Moi, je ne connais pas une CGT dans les entreprises qui a la même pratique, bonne ou mauvaise. Je crois qu'il y a des pratiques et des CGT. Voilà, c'est la première remarque que je voulais faire. Des courants au sens où on l'entend pour parler éventuellement des... Il y a des endroits où la CGT, d'ailleurs Françoise Guingues le rappelait il y a un instant, négocie, tout à fait, conclut des accords, tout à fait, et il y a des endroits où c'est impossible. Et l'histoire de Goodyear Amiens Nord est typique de ces morceaux, qui ne sont pas majoritaires, mais de ces morceaux de la CGT là. Parce qu'au fond, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'une affaire qui dure depuis plus de 5 ans, donc depuis plus des années, dans lesquelles la position de la CGT a été de suivre l'avis de ses conseils juridiques, mais qui j'imagine étaient d'accord avec elle, à savoir d'attaquer toutes les décisions, tous les plans, toutes les propositions de la direction ou d'un repreneur devant les tribunaux, non pas sur des raisons de fond, mais sur des raisons pour des motifs de procédure. Ça s'appelle gagner du temps. C'est ce qu'on appelle gagner du temps. Et à force de gagner du temps, ça n'a pas permis d'anticiper, ça n'a pas permis de négocier, ça n'a pas permis de trouver ensemble des solutions positives, et on arrive au gâchis absolu qui était celui de Goodyear, ou Titan, qui était un repreneur très sérieux, qui s'était présenté il y a quelques mois, s'est retiré. Et donc là, la CGT de Goodyear, pas la CGT en général, la CGT de Goodyear Nord, va se trouver devant la position, soit assumer toujours une opposition à toute solution, et je crois qu'elle ne le peut pas. Médiatiquement, elle ne le peut pas, ou elle ne le peut plus. C'est pour ça que ça bouge ce soir. Et c'est pour ça que ça bouge ce soir. En tout cas, dans les déclarations, je crois que c'est pour ça que ça bouge ce soir. Bon. Et donc, elle va devoir mettre, comment dit-on, de l'eau dans son vin. C'est un peu logique. Bon. Mais il va falloir en sortir. C'est le terme qu'avait employé Arnaud Montebourg l'autre jour. Oui, c'est un mot excellent, je trouve. Arnaud Montebourg, c'est un mot excellent. Il a tout à fait raison. Bon, cessons d'avoir des batailles juridiques qui ne mènent à rien sur des motifs de procédure et essayons dans l'entreprise, entre gens responsables, de trouver des solutions responsables. À Amiens Sud, dont vous parliez tout à l'heure, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'on est passé des 3-8 aux 4-8, ce qui est en effet beaucoup plus rude. C'est redoutable. Hein, oui, c'est ce que je dis, ce qui est beaucoup plus rude pour les ouvriers. On peut décrire ce que c'est pour nos téléspectateurs, ce qu'on appelle les 4-8. C'est on travaille deux jours le matin, 2 jours l'après-midi, 2 jours de nuit. C'est-à-dire que c'est une perturbation totale du cercle de travail. Ce qui permet, pardonnez-moi, de faire tourner l'usine 24 heures sur 24. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, les ouvriers, quand vous leur parlez d'Amiens Sud, disent c'est très pénible, c'est ce que disait votre témoin tout à l'heure, mais à tout prendre, cette solution-là est moins pire, pas qu'elle est meilleure, mais elle est moins pire que la solution dans laquelle on aurait perdu tous nos emplois. Bernard Vivier, on se rend bien compte qu'on est en train de tourner d'une notion qui serait jusqu'où peut aller un salarié, si tant est qu'il est, c'est dur de dire ça, mais qu'il a encore son destin en main, pour accepter tout simplement de préserver son emploi. Alors nos sociétés, elles ont mis en place des systèmes sociaux avec des défauts, des qualités, mais où jusqu'ici on pensait à toujours plus ou toujours mieux. On se rend compte que ça ne fonctionne plus comme ça. Et ça renvoie effectivement la définition même au rôle de ce qu'est un syndicat dans une entreprise. Alors, un premier point d'abord, ne considérons pas que les syndicats sont à la source des problèmes de Goodyear ou de Dunlop. Ce serait un raccourci abusif que de dire la CGT est la cause des problèmes. C'était la une de l'Humanité hier qui disait qui casse les usines. Voilà, mais c'est vrai, c'est bon. Deuxièmement, les organisations syndicales sont aujourd'hui rendues devant leur devoir à faire. Ou bien elles sont dans une logique de contestation, de négation, de casse, de grève, et même ça peut aller jusqu'aux violences physiques. Et on le voit aujourd'hui. Et on voit bien que si le militant CFE-CGC témoigne à l'extérieur de l'entreprise, c'est qu'il n'a pas souhaité travailler sur place. Des pressions et des rapports de force. Exactement. Et il est aujourd'hui d'autres entreprises où les violences sont abominables, qui font dire d'ailleurs à certains autres syndicalistes qu'il y a des grèves de la honte.
c'est-à-dire de la violence et de l'intimidation. Mais ça renvoie à la définition de l'action syndicale. Ou bien un syndicalisme où on bloque tout, et on ne fait que retarder l'inéluctable, et de façon gravissime, ou bien le syndicat négocie, c'est-à-dire s'intéresse en anticipation à former, à donner une rémunération complémentaire, à faire un travail d'accompagnement. En France, dans notre pays, le syndicalisme de contestation est relativement fort encore aujourd'hui. Regardez le cas de Amiens. Amiens Sud, la CGT était très présente. Et la CGT avait accepté d'aller dans la direction des autres organisations syndicales. Elle a été éjectée. La Fédération de la chimie lui a dit « vous partez ». Elle est partie à l'UNSA. Et de ce fait, à Amiens Sud, les opérations se mettent en place. C'est difficile, c'est lourd. Vivre les 4-8, c'est très difficile. C'est comme le travail de nuit. J'ai une situation familiale qui fait que ma femme a travaillé longtemps de nuit, comme ça, dans les aéroports. Donc c'est très fatigant. Donc il faut savoir ce qu'est la souffrance au travail, la peine au travail. Mais en même temps, la peine au travail, elle est toujours moindre que la perte totale de travail. Et donc, il est important de savoir que avoir un emploi, avoir un travail, c'est aussi avoir de l'existence, de la dignité. Je ne veux pas aller dans des grandes phrases. Mais pour cela, un travailleur est souvent prêt à accepter bien des choses. Quel est le degré en dessous duquel on ne peut pas descendre? C'est là toute l'utilité de l'action syndicale dans une relation de négociation et non pas d'affrontement. Françoise Guingue. Alors, on pourrait partager, je dirais, le propos globalement, sauf que, quelle est la situation aujourd'hui du dialogue social en France? Quels sont aujourd'hui les outils qu'ont les organisations syndicales pour anticiper une négociation, pour connaître la situation économique de l'entreprise? C'est quoi le dialogue social en France? Aujourd'hui, c'est quand on est acculé, c'est qu'on l'entreprise a caché d'une part la situation économique dans laquelle elle se trouve, et au dernier moment, il va falloir négocier. Et du coup, si on n'a pas tous les éléments et que les organisations syndicales et la CGT n'a pas tous les éléments, on dit mais elle est responsable, elle ne veut pas se mettre autour de la table. Est-ce qu'on créera un jour les conditions d'avoir une qualité de dialogue social et des négociations qui se passent en toute transparence? Alors on peut se réjouir que, par exemple, dorénavant, même si c'est très insuffisant de ce qu'on demandait, les salariés vont avoir un certain nombre d'informations, dans les très grandes entreprises, un représentant au CA, mais aujourd'hui, on ne peut pas exiger des salariés qu'ils soient dans la négociation à chaud, alors qu'on ne les a pas associés, comme voudrait le terme qui dit partenaires sociaux. Ils ne sont pas des vrais partenaires sociaux. Il faut les associer dans l'entreprise, il faut qu'ils soient partie prenante. Et alors, quant à la question de savoir quelle est la limite, quelle est l'acceptabilité, moi je dirais que ça demande réflexion. L'acceptabilité de travailler dans n'importe quelle condition, ça a un coût social, ça a un coût pécunier pour la nation. On sait très bien, mais Bernard le sait, il a été à la section du travail avec moi, le coût de travail, par exemple pour la nuit, c'est considérable. Le nombre de maladies qui sont impactées par ces travails, par ces rythmes de travail effrénés, ça a un coût social, mais un coût financier énorme. Ce que Françoise Guingue décrit, c'est ce que veut l'accord national sur la sécurisation des parcours, sécurité de l'emploi, qui vient d'être signé. Qu'est-ce qu'il dit cet accord en 3 mots? La future loi Sapin. Oui, bien ce qu'il fasse. L'accord du 11 janvier. Qu'il fasse un nombre de pages considérable et qu'il soit très technique. En réalité, il s'agit de mieux anticiper les situations. Pour cela, de mieux informer les salariés et les représentants des salariés, de privilégier la négociation sur l'affrontement et de permettre, par exemple, que dans un plan social, les sujets soient réglés en amont, non pas par une procédure d'information-consultation devant les comités d'entreprise, mais par un accord conclu avec les syndicats. Donc, je crois que, pardon, on y viendra peut-être tout à l'heure, c'est d'accord, mais c'est l'illustration de ce qu'il faut faire. Vous savez, lorsqu'il y a une situation comme celle dont vous parlez, Goodyear, au PSA, etc., la bonne démarche, ça consiste à voir les sujets en amont. Parce que ça permet d'abord de mieux voir les solutions possibles économiques et de mieux voir les solutions pour les gens. Et d'en discuter, en plus, avec les organisations syndicales. Bon. Et s'il n'y a pas d'autre solution, à ce moment-là, il faut trouver un repreneur pour toute ou partie de l'activité. Ce qui n'est pas facile. Ce qui n'est pas facile. D'autant que, je parle sous le contrôle de Nicolas Bouzou, mais il y a un de ses collègues morts depuis longtemps, qui était M. Schumpeter, qui parlait de la destruction créatrice d'emplois, à savoir que pour créer des emplois dans une économie, il faut qu'il y ait des disparitions d'emplois qui permettent des réallocations de ressources et de personnes. Il ne faut pas l'oublier. Lorsqu'on dit l'industrie, il faut tout maintenir. Non, il ne faut pas tout maintenir. Il faut maintenir une partie, ce qui peut être maintenu et ce qui peut être compétitif, et il faut le financer. Mais il faut aussi
Sinon, surtout, financer les emplois de demain. Donc, il y a une règle d'anticipation, il y a une règle de dialogue, et il y a une règle de bonne affectation des ressources entre l'existant et le futur, et ça ne peut être fait que dans le temps, sur un délai assez long. Voilà, et c'est comme ça qu'il faut bien procéder. C'est vrai que les PSE à chaud, brutaux, auxquels personne ne s'attend, sont des choses épouvantables pour les salariés. Si tout est préparé, et les solutions économiques, et la mobilité des gens, l'emploi qu'ils auront, la formation qu'ils doivent recevoir pour ça, à ce moment-là, oui, on peut peut-être y aller. PSE, plan social d'entreprise, je le rappelle. Nicolas Bouzou, vous vouliez intervenir? Oui, mais c'est peut-être justement la limite du dialogue social. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on demande, je trouve, beaucoup au dialogue social. Alors, il est clair qu'il y a une corrélation entre la qualité du dialogue social et les performances macroéconomiques, et plus particulièrement les performances en matière d'emploi. Ça, c'est clair. Mais en France et dans d'autres pays, le dialogue social est quand même très centré sur la conservation des emplois existants. Et pardon de le dire, je l'ai déjà dit 10 fois, mais là aussi je pense qu'il faut faire cette pédagogie. En France, vous avez 10 000 emplois qui sont détruits chaque jour, et vous en avez à peu près 9 000 qui sont créés. C'est pour ça que le taux de chômage augmente. Ce qu'il faudrait, c'est que les créations d'emplois passent de 9 000 à 11 000. C'est ça qui permettrait de faire diminuer le taux de chômage. Aujourd'hui, 10 000 Français ont perdu leur boulot, et 9 000 en ont trouvé un. Oui, c'est ça, à peu près, mais pas forcément perdu, parce qu'il peut y avoir des réallocations extrêmement rapides, ou ça peut être au sein d'une même entreprise. Donc tout ça peut aller extrêmement vite. Et si vous prenez le cas, si on revient sur le cas de Goodyear, et vous l'avez très bien dit, et je souscris tout à fait à ça, la problématique de Goodyear, mais comme en réalité l'ensemble de l'industrie française, c'est une problématique de sous-investissement, en réalité, pendant une dizaine d'années. Et là, il faut ouvrir le débat, mais je trouve l'ouvrir complètement. Pourquoi sous-investissement? Ça veut dire tout simplement qu'on n'a pas modernisé, je le dis de façon brutale, on n'a pas modernisé de façon suffisante ces usines. Et si je veux même aller là où ça fait mal, aller Petroplus, à la limite, je vais scandaliser des gens, mais peut-être que la France, dans 10 ou 15 ans, n'a pas vocation à accueillir autant de raffineries qu'aujourd'hui. Mais fabriquer des pneus, très honnêtement, on peut le faire. La France a tout à fait vocation à faire ça, ça s'exporte bien. Le problème, c'est qu'on a sous-investi. Et pourquoi on a sous-investi? C'est là aussi où il faut regarder l'ensemble du problème. Parce que les profits des entreprises sont très faibles, parce qu'en effet, on n'a peut-être pas suffisamment de sources de financement, parce que les entreprises n'ont pas beaucoup de visibilité sur l'avenir. Très rapidement, parce qu'il faut passer mon deuxième reportage. Simplement, je suis d'accord sur les limites du dialogue social, parce qu'on demande au fond à des gens de se faire un peu harakiri, si vous me permettez, ce qui est quand même extrêmement difficile. Et ce qui importe pour eux, c'est l'existant, c'est pas le futur. Or, l'arbitrage d'intérêt public, c'est peut-être le futur au détriment de l'existant, même s'il faut traiter l'existant avec toute une série de mesures sociales et de mesures de mobilité. Et, vous nous dites quoi là, que Montebourg devrait s'occuper de formation professionnelle? Non, je pense que le rôle du ministre du redressement productif, d'ailleurs c'est ce qu'il dit lui-même, il est un peu schizophrénique. Il consiste à essayer... Dans le redressement productif, oui, il peut y avoir l'avenir aussi. Mais il y a l'avenir, il y a forcément l'avenir. Mais dans son job, si je peux m'exprimer ainsi, il y a d'un côté, en effet, essayer de sauver, mais uniquement ce qui peut être sauvé. Comme le dit très bien Nicolas Bouzou, le problème pour baisser le taux de chômage, c'est pas tellement de limiter les destructions d'emplois, à la limite, c'est d'avoir plus de création d'emplois. Ce qui compte, c'est le solde. Et même dans les périodes de forte baisse du chômage, il y a un nombre de destructions d'emplois absolument énorme. Donc les destructions d'emplois font partie, hélas, de la vie. Alors c'est ça que je voulais. Et dans une négociation, c'est vrai que c'est difficile d'en tenir compte. Quant à l'investissement, il faut faire des investissements, il faut avoir des moyens pour l'investissement. Mais je pense qu'il y a l'investissement d'un côté, et puis il y a les changements d'organisation dans l'entreprise d'un autre côté. Un investisseur n'investira jamais dans une usine s'il n'y a pas des modifications d'organisation et de process. Donc il n'y aura pas d'investissement sans acceptation d'un changement ou du changement par la partie salariée. Va-t-il y avoir des changements à la CGT? En tout cas, le vrai passage de témoin aura lieu le 8 mars. C'est donc Thierry Lepan, je vous le rappelle, qui succède à Bernard Thibault. Et le futur secrétaire général de la CGT le dit lui-même, il n'est pas le premier choix. Finalement, les deux hommes ont des choses en commun, un pragmatisme des situations et le fait d'être critiqués par une partie de leurs troupes pour leur capacité au dialogue. La question reste, adhère-t-on à la CGT pour initier le dialogue ou pour tout simplement sauver son emploi? Elisa Coudray. Je sais, comme vous me le rappelez tous les jours, mais c'est bien parce que ça m'évite de développer un orgueil profond, que je ne suis pas le premier choix. Bon. Bien obligé de l'admettre, car il y a encore 6 mois, personne n'aurait misé sur lui pour remplacer Bernard Thibault.
Qu'importe, seul rescapé de la guerre des clans, Thierry Lepant, 52 ans, a été désigné par le comité confédéral national. Au mois de mars, il deviendra numéro 1 de la CGT. Je me considère comme un enfant gâté du syndicalisme. Ça vous choque cette formule, je le sais, mais je le pense. J'ai toujours été choisi. Je n'ai jamais été candidat à rien. Leader presque par accident, Lepant n'a donc rien d'un héritier. Et pourtant, entre lui et son prédécesseur, les points communs sont nombreux. Bernard Thibault est élu à l'unanimité secrétaire général de la CGT. 1999. Pour Bernard Thibault, c'est la consécration. Et à l'époque, lui aussi est inconnu du grand public. Longtemps à la tête de la Fédération des cheminots, c'est dans la rue qu'il gagne ses galons auprès de la direction, notamment lors des grandes manifestations de 1995. Quand au 14e jour de grève, on a le même taux de participation qu'au premier jour, je peux vous dire qu'il y a de bonnes chances pour que ça dure encore un moment si le gouvernement ne change pas de position. Puisqu'ils sont réunis aujourd'hui, à nous de leur dire notre opposition à toute suppression d'emplois, à toute fermeture de sites, à nous de leur rafraîchir la mémoire. Pour Thierry Lepant, le grand combat s'appellera Moulinex. En première ligne, l'ex-chaudronnier s'impose rapidement comme le visage de la contestation contre la fermeture de l'usine. De maintenir et de développer l'emploi chez Moulinex. Mais la mobilisation ne suffira pas. 3000 salariés seront licenciés. Plus de 10 ans après, ses anciens camarades de lutte se souviennent de lui. Le syndicaliste n'a pas laissé que des bons souvenirs. Oui, je vous écoute. Oui, je dis que c'est un carriériste. Oui, c'est une coquille vide. C'est que le paraître. Thierry Lepant, une fois que les caméras ont quitté le site de Moulinex, il a quitté lui aussi le site de Moulinex. Car Lepant tourne la page, avance et gravit les échelons. Un pragmatique. À l'image de Bernard Thibault, homme de combat, convaincu qu'il faut parfois aussi savoir lâcher du lest. Sous son mandat, la CGT apprend à négocier, se rapproche des autres syndicats et tente même d'apaiser les relations avec les politiques. La base, elle, n'apprécie pas toujours. Vous savez, quand quelqu'un qui doit vous défendre, qui devrait vous défendre sa place, qui devrait défendre les ouvriers qu'il représente, le fait pas, on a le droit d'être en colère. Lepant, pourtant, devrait poursuivre la méthode Thibault. Lui, qui a su au fil de ses mandats et des négociations, se faire apprécier de ses adversaires. C'est un homme qui vient du privé. Et pour moi, c'est très important parce qu'il a une vision de l'entreprise très efficace. Deuxièmement, c'est un homme de dialogue. C'est quelqu'un qui écoute, c'est quelqu'un qui discute, c'est quelqu'un qui a l'habitude de négocier. Alors, pour donner des gages à ses militants, ces derniers temps, le nouveau patron durcit le ton. Les salariés sont aujourd'hui en passe d'être déçus. Ils ont mis beaucoup d'espoir dans le changement, ils ont voté pour le changement de manière massive, et les réponses qui sont portées par le gouvernement ne sont pas de nature à les rassurer. J'entends même dans mon organisation des camarades qui pensent, et je pense qu'ils ont raison, que le gouvernement est plus attentif à ce que peut dire Laurence Parisot, le MEDEF, que ce que peut dire les syndicats de salariés. Balayer le soutien apporté au candidat Hollande. Le secrétaire général de la CGT se doit de choisir son camp, celui de la contestation. Alors d'abord, j'ai commis une erreur il y a quelques instants en faisant passer un PSE pour un plan social d'entreprise alors qu'il s'agissait d'un plan de sauvegarde de l'emploi, mais à culpa. Et ensuite, juste une chose pour, avec un petit peu d'humour, le côté on est venu me chercher, c'est pas moi qui le voulais, ça vous fait sourire, Françoise Guingues ? Ce qui me fait sourire, c'est la façon dont les médias tentent d'introniser Thierry Lepant. D'abord, je pense qu'on... On ne le connaît pas. Voilà. Mais écoutez, d'abord, je pense qu'avant d'être sur la scène, personne est peu connu. Et à la CGT, on connaît un homme et après, derrière, c'est une organisation. L'organisation a eu beaucoup de chance. Il y a eu beaucoup de candidats, ce qui veut dire qu'on avait des ressources. En tout cas, il y avait des candidats annoncés. Après, je pense qu'on peut se réjouir d'une chose, et Jean-Luc Placet le disait, c'est un homme qui vient du privé. Peu d'organisations syndicales, et en tout cas ça fait longtemps qu'elles n'ont eu à leur tête quelqu'un du privé. Quelqu'un d'un secteur de l'industrie, quelqu'un qui vient des territoires. Moi je pense qu'il a des atouts énormes pour connaître réellement ce qu'est
ce qu'est le territoire, ce qu'est la vie, ce que sont les bassins d'emploi, ce qu'est l'emploi sur les territoires. Je pense que c'est un homme pragmatique. C'est un homme de dialogue, tant mieux. Alors on reproche tantôt à l'organisation syndicale de ne pas être assez dans le dialogue, tantôt on le serait trop, on ne contentera jamais tout le monde. L'idée c'est d'avoir quelqu'un qui porte les ambitions et les orientations de la CGT, quelqu'un qui soit capable de s'asseoir autour de la table et qui soit capable de négocier. Après, que peut-on demander à quelqu'un qui n'est pas encore en place? Moi, je pense que c'est un très bon candidat. Je pense que le Congrès va l'élire et je pense que pour l'organisation, mais pour le syndicalisme français en général, d'avoir à la tête quelqu'un à la CGT qui connaisse autant l'industrie mais qui vienne du privé, etc., je pense que c'est une plus-value pour l'ensemble du syndicalisme français, pas seulement pour la CGT. Certains de ses anciens camarades qui disent quand les caméras sont parties, il a disparu lui aussi à Moulinex. Est-ce que ça vous pose quand même quelques questions? Écoutez, des mécontents, on en trouvera partout. Moi, j'ai moi-même mené des actions dans des boîtes. Et évidemment, on est là quand il y a le feu de l'action et quand on a réglé. Et à un moment donné, on ne peut pas rester à se lamenter. Je pense qu'il ne s'est pas désintéressé. C'est pas parce qu'il n'était pas physiquement qu'il n'a pas continué à s'intéresser à ce qui se passait et au sort qui était fait aux salariés. Après, on peut toujours trouver des critiques, mais je pense que si vous aviez poussé un peu plus loin, vous auriez eu des gens qui lui étaient favorables. Bernard Vivier, on a cette question de téléspectateurs. Alors, si vous savez, c'est toujours la question, et c'est normal aussi qu'on se la pose, c'est est-ce que c'était mieux avant? Donc là, est-ce que c'était mieux avant devient, est-ce que les grands leaders syndicaux d'antan manquent aujourd'hui? Non. Non, chaque homme, chaque femme est de son époque. La question qui va se poser pour Thierry Lepont, c'est de savoir, sera-t-il de son époque? Si on prend l'histoire de la CGT, oui. Louis Vianney, avant Bernard Thibault, a fait faire à la CGT une mutation extraordinaire, méconnue. Le mur de Berlin s'effondre en novembre 1989. Et en 10 ans, Louis Vianney, mine de rien, fait quitter la CGT de la Fédération syndicale mondiale, c'est-à-dire l'internationale communiste. Prépare l'arrivée de la CGT dans la Confédération européenne des syndicats, c'est-à-dire le concert des syndicats européens modernes, et installe Bernard Thibault à la tête de la CGT. Il avait à l'époque, Bernard Thibault, 40 ans. Il était installé en février 1999. 40 ans. C'est-à-dire il a créé les conditions d'une modernisation. Au passage, il a aussi, en 1995, changé, modernisé les statuts de la CGT, en disant la lutte de classe, on met ça dans un tiroir, on n'en parlera plus jamais ou plus beaucoup. Et Bernard Thibault, depuis 14 ans, a tenté de faire muter, il n'y est pas arrivé réellement, mais a tenté de faire muter la CGT pour la faire aller d'un syndicalisme de contestation, de niette absolue, à un syndicalisme de négociation. Concilier contestation et négociation. Ça a été le chemin de Bernard Thibault. Et aujourd'hui, nous avons besoin à la tête de la CGT, mais pour notre pays, d'un leader syndical CGT qui sache aller plus loin. Je fais un parallèle avec la CFDT. Oui. La CFDT, dans les années 60, 70 et même début 80, était autogestionnaire. Ça voulait dire quoi? Elle niait la propriété privée des moyens de production, elle séquestrait les cadres, elle montait des opérations de violence. Et avec Edmond Maire, avec Jean Caspar, Nicole Notat, qui a été un très grand leader syndical, et puis les dirigeants syndicaux qui ont suivi, François Chérec et maintenant Laurent Berger, elle a installé la CFDT dans une démarche moderne. C'est ce que nous pouvons espérer de la CGT, mais avec beaucoup d'inquiétude, parce qu'il y a des adhérences au passé. On le voit notamment la Fédération de la chimie. Bernard Vivier, vous venez de nous raconter, enfin nous faire un raccourci de l'histoire de la CGT et de ces hommes principaux responsables parfaitement clairs, en nous disant c'est plus novateur qu'on ne l'imagine. Très bien, mais dans ce cas-là, comment se fait-il que sur les conflits, où évidemment nous, journalistes, intervenons, qui sont par définition des conflits durs, on voit en permanence des leaders syndicaux, d'ailleurs généralement doués et intelligents et excellents communicateurs, qui contribuent essentiellement à bloquer des situations plutôt qu'à les débloquer. Parce que je veux bien que vous me disiez la CGT a changé, ça fait longtemps qu'elle a fait SAMU, et tout le monde sait par ailleurs qu'en effet, il y a des accords dont on parle très peu et qui sont régulièrement signés, personne ne le conteste, mais voilà. Comment expliquez-vous cette situation ? Parce qu'on ne peut pas avoir d'une organisation syndicale l'image que l'on a de son leader à la télévision le soir au journal de 20 h. Une confédération, c'est comme son nom l'indique, une fédération de fédérations. C'est-à-dire des blocs relativement autonomes les uns par rapport aux autres. Et quand une fédération est dans une logique de négociation, une autre peut être tout à fait en arrière. C'est le cas de la Fédération de la chimie. Ou au sein d'une fédération, par exemple la Fédération des métaux CGT, vous pouvez avoir des affrontements internes. Chez Renault, chez PSA,
ce n'est pas la CGT qui est chez elle, c'est Lutte ouvrière, c'est-à-dire un parti politique avec la volonté de faire la révolution. Et les dirigeants de la Fédération des métaux CGT sont eux-mêmes dans un certain embarras. Alors laisse faire. Les délégués, pardonnez-moi, quand les salariés de PSA élisent par exemple M. Mercier, ils savent très bien qu'ils ont affaire. Donc ils ont désigné un leader syndical, par ailleurs appartenant à Lutte ouvrière, qu'ils ont pris comme leur représentant. Oui. Il se cache pas, il n'a pas une carte CGT dans la poche et il le dit. Une carte Lutte ouvrière dans l'autre. Il le dit, mais voilà. Jean-Pierre Mercier, puisque vous le nommez, il dit très clairement, et il l'a dit à la télévision, le combat syndical, à mon sens, il est forcément limité. Il ne se définit pas comme un syndicaliste, il se définit comme un homme politique. Il le dit. Ce qui fera vraiment changer les choses, c'est quand les travailleurs feront réellement de la politique, c'est-à-dire de la révolution. C'est pas du syndicalisme. Être syndicaliste, c'est négocier, c'est pas casser l'outil de travail. Et chez PSA Aulnay, vous avez 50 personnes qui en entraînent 400, qui en bloquent 2800. Ce sera l'objet de notre prochain reportage. Je vous donne la parole. On vous a remarqué, j'étais content qu'on entende quand même Xavier Mathieu dans le reportage, parce qu'on entendait aussi tout à l'heure dans notre premier reportage le leader de la CFTC et qui finalement expliquait que la CGT était en train de bloquer chez Goodyear de possibles accords, même s'ils étaient difficiles. Mais chez Continental, la CFTC a signé à l'époque un accord, et 3 ans après, le leader de la CFTC, il n'avait plus que ses yeux pour pleurer. D'ailleurs, il le faisait, et devant les caméras. Donc, il est normal qu'on interroge la CGT, qu'on soit exigeante avec elle, et même qu'on lui demande quel est le sens de ses différentes actions, et en même temps, doit reconnaître aussi de temps à autre que là où on pensait qu'il y avait une négociation possible, ça s'est terminé dans des conditions épouvantables. Oui, mais je crois que l'affaire de Continental, c'est le contre-exemple des deux côtés patronaux et syndicaux de ce qu'il faut faire. C'est le contre-exemple patronal, parce qu'il y en avait un accord qui avait été signé. La CFTC était secrétaire du comité d'entreprise de Continental, qui, en échange du maintien de l'emploi, prévoyait un certain nombre de concessions de la part des salariés. Et cet accord, pour des raisons de changement d'actionnaire en Allemagne, n'a pas été respecté, ce qui est éminemment condamnable. Arrive M. Mathieu, qui était aussi à Lutte ouvrière, exactement comme M. Mercier. C'est le même scénario. Donc, il devient le leader charismatique de la CGT, il élimine, les gens de la CFTC, et moi je peux vous raconter un souvenir de mon passage antérieur quelque part dans l'État. Un jour, moi j'ai reçu les responsables syndicaux de Continental dans mon bureau. Et il avait été convenu que les responsables des fédérations, et notamment de la fédération CGT, devaient être présents. On a envoyé un petit bus devant une église parisienne, c'est un symbole, pour que puissent y monter les membres de la délégation pour rejoindre mon bureau. Monsieur Mathieu est arrivé et il a dit au responsable qui était le président de sa fédération de la CGT, « Toi, tu descends, je ne veux pas te voir ». Il l'a mis littéralement à la porte. Il est venu seul dans mon bureau, il a parlé tout seul d'ailleurs, de manière intelligente, d'ailleurs c'est un garçon très charismatique, pendant 1h30, et à ce moment-là, le syndicat CGT de Continental a mené la politique du pire. D'ailleurs, je peux témoigner que la CGT confédérale et fédérale n'était pas du tout sur sa ligne en disant il va tout casser. Et finalement, tout a été cassé d'un côté par la responsabilité patronale qui n'a pas respecté ces accords, et de l'autre côté, par cet extrémisme un peu suscité par ça, d'ailleurs, qui a abouti totalement à un cul-de-sac. Cela dit, sur la CGT en général, ce qui était votre question tout à l'heure, moi ce que je remarque, d'abord, premièrement, c'est la première organisation syndicale française. On dit elle est marginalisée, elle demeure la première organisation syndicale française. Et le grand succès de Bernard Thibault, c'est d'avoir rempli la mission que lui avait donnée Louis Vianney, qui était de maintenir, comme disait Bernard Vivier, la CGT en se décollant, si j'ose assez m'exprimer, du Parti communiste, mission accomplie, mais qui n'avait rien d'évident, parce que la CGT n'a pas perdu de plume depuis toutes ces années. Son problème aujourd'hui, et donc le problème de Thierry Lepant, c'est de définir pour les années prochaines des références de pensée, des références de doctrine et des références d'action. Parce qu'il commence à y avoir beaucoup de maisons dans la maison CGT.
si vous me permettez une analyse extérieure qui n'est pas antipathique à l'égard du tout de la CGT, il y a un besoin, je crois, de réflexion sur les référentiels. Quant au nouveau secrétaire général, il doit faire ses preuves. Mais étant dans la section présidée par Françoise Guin au Conseil économique, je peux vous dire, comme le dirait n'importe quel membre de la section que vous interrogeriez, qu'il a toujours eu une position ferme, dure, convaincue, mais ouverte au dialogue, travaillant beaucoup. Donc, moi, je pense qu'il a, et c'est bien pour le pays de précaire. Un dernier mot sur la CGT. Dire la CGT n'est pas comme la CFDT est une erreur totale. Heureusement que la CGT n'est pas comme la CFDT. Parce que la CGT, son rôle, c'est de trouver des accords, d'ailleurs plus au niveau de l'entreprise qu'à un niveau national un peu plus politique et politisé. Mais le rôle de la CGT, c'est aussi d'occuper le terrain de la contestation pour la contenir. Si on n'avait pas la CGT contestataire sur le terrain de la contestation, qui aurions-nous? Il faut toujours y penser. On va partir à Aulnay maintenant, chez PSA. Ce matin, le Parti communiste, le NPA et Lutte ouvrière sont venus soutenir 5 délégués mis à pied. La direction leur reproche des faits de violence et diverses dégradations. Le climat sur place est épouvantable. Le site est désormais gardé par des vigiles et l'affrontement continue entre ceux qui veulent travailler et le leader de la CGT qui bloque l'usine. Donc, retour sur les derniers événements chez PSA à Aulnay avec Marie-Laurent et Joël Lefebvre. J'ai un petit message personnel. Il y en a qui veulent faire la faute à Agathe. À tout le monde dans les tribunaux. Et bien moi je vais offrir des fleurs à Agathe. Agathe Martin, soupçonnée d'avoir agressé un huissier, devenue le symbole pour la CGT de la lutte contre la répression patronale. Ouvrière chez PSA, elle est l'un des 5 grévistes mis à pied par la direction pour violence. Elle défend la légitimité de son combat. Nous, quand on défend notre emploi, on est des voyous, mais quand les patrons, ils nous foutent à la porte, c'est pas des voyous ceux-là. Ceux-là, c'est pas des voyous. La violence, aujourd'hui, elle est patronale. C'est quand même le patron. J'espère que vos camarades seront là dans un an quand ils vont amener leur bulldozer pour casser cette usine. Les casseurs aujourd'hui, c'est les patrons. C'est les patrons qui licencient, c'est les patrons qui massacrent. Et là, les dizaines de vigiles, là, c'est pour faire pot de fleurs ou c'est pour intimider? Un rassemblement de solidarité étroitement surveillé aux portes d'un site paralysé par la grève depuis le 16 janvier. 2 semaines au cours desquelles la vie de l'usine a soudainement pris des airs de guerre de tranchées. Hier encore, la CGT annonçait près de 500 grévistes, une minorité sur un effectif de 2800 personnes, mais suffisamment pour bloquer la production. Depuis lundi, les chaînes de montage ne tournent plus, mais les non-grévistes se présentent tout de même dans une ambiance délétère. On vient, on n'a pas le moral et à mon avis ça va mal finir. L'ambiance est bizarre, l'ambiance est tendue. C'est trop tendu, à mon avis bientôt il y aura des malheurs là-dedans. Vendredi quand même il y a eu des violences physiques et voilà quoi. Et un peu de sabotage aussi. Qui veut travailler peut entrer, mais les oreilles traînent. Les grévistes sur la défensive, accusés de violence par la direction, mais pas seulement. Il y a quelques jours, le syndicat SIA majoritaire au sein de l'usine a appelé à reprendre le travail pour dénoncer les méthodes de la CGT. On se dirige vers la zone où il y a l'Assemblée générale, donc on risque d'être sifflé. Dans les ateliers, grévistes et non-grévistes cohabitent. C'est bon, ils m'ont repéré. Seuls les chasubles ou la blouse de travail les distinguent dans un face-à-face tendu. Difficile de se rendre à son poste sans se faire huer. Plusieurs cas d'agression ont aussi été signalés ces derniers jours au syndicat.
Il y en a qui ont été bousculés, il y en a chez qui on a appelé à la maison pour menacer les familles. Devant les vigiles qui sont censés normalement nous protéger, qui en réalité ne font rien du tout, ils bougent pas de là. Ils ont secoué la navette, ils ont sorti les gars. Voilà, en fait, t'as le choix d'être gréviste ou être gréviste, voilà. Mais très vite, notre interview tourne court. La syndicaliste se fait interpeller par les grévistes. Nous, justement, les salariés. Ce qui fait passer pour les grévistes, c'est qu'on est des casseurs, on est des, comment on dit, des tortionnaires par rapport aux non-grévistes, des terroristes. Des violences et dégradations dénoncées par la direction qui nous présente ces images filmées à Aulnay il y a 15 jours comme autant de preuves. Réputé pour sa combativité syndicale, le site n'avait jamais, depuis sa mise en route au début des années 70, connu de telles tensions. Vendredi dernier, par exemple, j'ai su que certaines personnes s'étaient introduites dans l'usine avec des lance-pierres. Venir avec des lance-pierres pour lancer des boulons, c'est inadmissible. Donc cela a été vu par des salariés, vu par l'encadrement d'Aulnay. Donc dans ces conditions-là, j'ai demandé, et d'ailleurs depuis vendredi, nous ne produisons plus depuis vendredi dernier. Ce qui est quelque chose de difficile, alors que nous avons besoin des voitures qui doivent être produites à Aulnay. Pour calmer les esprits, le constructeur a annoncé ce matin qu'il disposait de plus de 3500 possibilités d'emploi pour les 2800 salariés du site. Tous devraient donc pouvoir être reclassés. On est au-delà de l'impossibilité d'avoir un dialogue social dans un site de ce type. Françoise Guingues. Je pense que c'est le résultat de la mauvaise qualité de dialogue social qui, en tout cas, moi, ce que je vois là, c'est une grande souffrance de part et d'autre. Oui, il n'y a rien de pire, que d'être confronté à la perte de l'emploi, et je pense que ça ne fait plaisir à personne, et je ne pense pas qu'il y en ait un qui se réjouisse le matin en se levant et en se disant aujourd'hui je vais faire grève. En tout cas, arriver à cette situation, c'est parce que la situation est quand même dramatique. On ne peut pas dire que tout se passe dans le meilleur des mondes et que c'est le monde des bisounours. Je pense qu'il y a une réelle souffrance. Je pense qu'il y a d'autres solutions possibles et il ne faut pas stigmatiser une organisation syndicale qui aujourd'hui est sur le devant de la scène et qui mobilise. D'autres font le choix de ne pas être mobilisés, mais c'est pas toujours par volonté de ne pas être avec les grévistes. Je lisais ce matin notamment des témoignages de salariés qui ne sont pas en grève mais qui se disent moi j'aurais bien aimé mais j'ai déjà fait 2 jours et puis financièrement je peux pas, ou moi je n'ai pas pu aujourd'hui mais je vais le faire demain. Donc il y a quand même une volonté de marquer le désaccord et je crois que cette souffrance elle s'exprime des deux côtés et ça veut dire que tout le monde est dans la souffrance dans cette histoire. On est d'accord, mais si on veut que le droit de grève soit respecté et il l'est et qu'il soit respectable et il le faut aussi que les gens qui veulent aller travailler puissent le faire. C'est-à-dire que c'est la seule remarque, je dirais, de bon sens qu'on puisse faire. Ils y vont. Oui, c'est pas simple. Ils se font un peu chahuter. C'est l'appel à la solidarité. Il y a une différence entre un peu chahuter et ce qui après devient soit des déprédations, soit des et je comprends. Attendez, on est dans un rapport de force et donc vous avez raison. Rien ne se fera dans la douceur. Ouais. Avant qu'on puisse se reparler. Et on comprend le rôle des uns et des autres. Mais ça paraît quand même particulièrement brutal pour tout le monde, mais je dis bien pour tout le monde. Oui, parce que la violence, c'est d'abord celle qu'ils subissent, et ils le disent très bien, c'est eux qui se sentent agressés. Alors après, à partir du moment où il n'y a pas la qualité d'échange nécessaire, le responsable de l'usine disait il n'y a plus de production. Alors oui, on nous montre des vieilles machines qui semblent pas dégradées, mais enfin une vitre, je ne sais pas moi quelle est la réalité, je ne sais pas ce qui a été mis en scène, je ne sais pas ce qui relève de la réalité. Vous savez, c'est très difficile d'apprécier de l'extérieur la portée de ce qui semble être des exactions condamnables par les grévistes. Eux aussi disent qu'il y a un peu de mise en scène et que l'employeur fait tout pour faire la démonstration que l'agressivité perdure. En tout cas, c'est normal qu'on vous entende l'expliquer. Bernard Vivier. Ce qui se passe à Aulnay, ce n'est pas du syndicalisme, c'est de la politique. C'est la volonté révolutionnaire. Alors, ce site, il est un peu habitué à ça. Moi, je me souviens, comme observateur des questions sociales, en 1982, il y a déjà longtemps, avoir été à Aulnay, un moment où le site était complètement enfermé et la production se faisait, on ravitaillait le site par hélicoptère, parce que le Parti communiste avait encerclé le site. Bon, on est en 2013, c'est un peu passé. Mais aujourd'hui, on a lutte ouvrière.
Ce sont les mêmes, d'ailleurs on en a vu un dans le reportage, on a vu Mathieu, le même de Continental, à Clairoy dans l'Oise, qui ose dire, Mathieu, Bernard Thibault, secrétaire général de la CGT, c'est la racaille. Il a osé traiter son secrétaire général de racaille. On a aujourd'hui Jean-Pierre Mercier, du même parti politique, dire, pour changer la société, il faut faire de la politique, il ne faut pas faire de la négociation. Donc, les mots ont un sens. L'action syndicale, oui, c'est une action qui pose un rapport de force. Mais un rapport de force dans la recherche d'un équilibre, d'une construction et pas d'une destruction. Et ce que nous vivons là, c'est la destruction. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. 40 personnes en entraînent 400, qui empêchent 2800 personnes de trouver des solutions. Et la Fédération des métaux CGT, elle-même, n'est plus aux manettes. Pareil chez Renault, n'est plus aux manettes de ce qui se passe chez PSA. Laisse-t-elle faire? Ne peut-elle pas agir? Nous n'en savons rien. Mais toujours est-il que Jean-Pierre Mercier est un militant politique, il ne s'en cache pas d'ailleurs, et il lance l'opération. Vous savez, Jean-Pierre Mercier, aux dernières élections législatives, il s'était présenté dans la 7e circonscription de Seine-Saint-Denis sous l'étiquette lutte ouvrière. Il avait fait 254 voix sur 35 415 suffrages exprimés. Il a fait 0,72% des voix. Et encore, je vous l'arrondis au centième supérieur. Donc, c'est-à-dire, il représente très peu de choses. Mais il représente un pouvoir de nuisance qui est un pouvoir de nuisance sur le site, mais aussi, et disons-le pour l'image du syndicalisme. Le syndicalisme CGT est en train d'évoluer. Il ne faut pas lui coller des images du passé comme en ce moment. Et on va passer maintenant aux questions SMS. Dans le bâtiment, des tas de petites boîtes fermes sans la présence de caméras ou de ministres. Où allons-nous? Nous demande un téléspectateur. Que vous inspire cette réflexion, Nicolas Bouzou? Mais ça, c'est vrai dans tous les secteurs. Et c'est ça la grosse difficulté, en réalité. C'est que, vous savez, l'emploi en France, c'est comme un iceberg. Mais ce qui est important, c'est ce qui se passe en dessous. L'exemple du bâtiment est un très bon exemple. Vous avez beaucoup de petites entreprises qui connaissent tout un tas de problèmes liés à la concurrence de l'auto-entrepreneur, comme à la concurrence des entreprises espagnoles qui ont diminué leur prix de 30% et qui viennent chez nous. Et ce sont des choses qu'on ne peut pas changer, on n'en parle pas. Et c'est peut-être l'une des difficultés aussi du syndicalisme, c'est que les syndicats sont des syndicats de salariés. Or, en réalité, aujourd'hui, ceux qui ont intérêt au changement, ça n'est pas des salariés, ce sont les chômeurs. Et vous n'avez personne aujourd'hui pour défendre les chômeurs. Et là, on est typiquement dans la politique. Et je souscris tout à fait. D'ailleurs, vous avez dit le ministre du gouvernement, le ministre du redressement productif, essaie d'empêcher l'arbre de lui tomber sur la tête, mais on ne fait pas grand-chose pour essayer de faire pousser la forêt. Jusqu'à présent, à quoi a réellement servi Arnaud Montebourg? Nous demande, c'est donc la suite logique, un téléspectateur. Il a d'abord servi à être le pompier sur des incendies dont on a vu quelques-uns depuis le début de cette émission. Donc c'est Ralph Nader. Ralph Nader, mais c'est très compliqué parce que l'incendie continue à brûler, la situation se dégrade et au fond, au degré où sont ces affaires, encore qu'elles soient très différentes, Goodyear, c'est très difficile. PSA, il y a des négociations, je rappelle, il va y avoir des accords, il va y avoir des reclassements, il va y avoir de la réindustrialisation, de beaucoup de choses. Bon, donc son rôle, c'est d'essayer de traiter le pompier. Bon, mais le pompier, il ne traite que les sujets qui sont en réalité les plus médiatiques, ce dont nous parlons ce soir, et qui ne sont qu'une mince pellicule du problème de l'emploi en France. 3%, moins de 3%, moins de 3%, pratiquement rien. Les vrais problèmes, ce sont les PME. Les vrais problèmes, ce sont les arrêts de CDD et d'intérim. Ça, on n'en parle pas du tout. Et c'est ça le problème que nous avons aujourd'hui. J'ajoute un autre point. Lorsqu'on parle de plans de sauvegarde de l'emploi, ce sont des sujets très différents. Vous avez des plans de sauvegarde de l'emploi avec des départs contraints, ce qu'on appelle le licenciement sec. Vous avez des plans de sauvegarde de l'emploi avec des départs volontaires. Donc les gens sont volontaires pour partir. Certains débouchent sur un départ contraint, d'autres non. Et vous avez des plans de sauvegarde de l'emploi qui sont accompagnés, et c'est le cas de PSA, c'est le cas d'Aulnay pour dire la vérité, par des opérations de réindustrialisation massive. Je rappelle, on ne le dit jamais, mais qu'à Aulnay, il y a de l'ordre de 1200 emplois qui vont être créés par des entreprises extérieures à PSA. Donc on mélange un peu tout ça, et je crains que... Alors, Monsieur Montebourg, puisque nous sommes partis de Monsieur Montebourg, il est pompier d'un côté, mais comme la vérité sur la création d'emplois résidera dans les emplois qui aujourd'hui n'existent pas et qui demain devraient exister, son travail doit être plus sur les aspects de financement des investissements, d'orientation des investissements, des filières. Bref, il est pris
dans une sorte de situation de schizophrénie qui lui est imposée, entre parer au plus pressé, et c'est bien difficile, mais c'est malheureusement très médiatisé sur les affaires, et en même temps d'essayer de préparer l'avenir. Il ne faudrait pas que le temps qu'il passe sur le premier sujet le détourne du second sujet, ce qui n'est pas, je crois, son intention. J'ai compris le conseil. Il me reste 2 minutes et j'ai une information à vous donner sur Petroplus. Auparavant, une question SMS. Le Français peut-il comprendre que le reste du monde ne paiera pas pour nos acquis sociaux? Que pensez-vous de cette question, Bernard Vivier? Oui, bien sûr. Bien sûr, la conscience commence à grandir aujourd'hui, le basculement du monde, cette expression est là, nous le voyons quand on voit un Égyptien, ça a été dit par Nicolas Bouzou, bien sûr, la conscience commence à grandir que nous ne pouvons pas fonctionner sur un schéma fermé sur lui-même, sur un système nationaliste. Donc nous avons besoin effectivement de prendre conscience de tout cela. Il y a un marché du travail, ce marché du travail il est mondial, et donc nous avons besoin de défendre nos acquis, nous avons besoin aussi de faire monter les exigences dans les pays émergents. Et ce sont de bonnes nouvelles. Quand on apprend qu'en Chine, en Inde, au Bangladesh, des lois se mettent en place, des mouvements sociaux se développent pour faire monter le niveau social, c'est une bonne chose parce que cela va réguler le marché mondial du travail. La CGT ne joue-t-elle pas le jeu du front de gauche, Françoise Guingue? Non, la CGT, elle joue le jeu de ce que demandent les salariés et elle reflète la situation qui est vécue. Juste un complément, M. Soubi a cité tout à l'heure les différents PSE possibles. Il a oublié les 1 million de ruptures conventionnelles, c'est-à-dire on se sépare de gré à gré. Est-ce qu'il en rajoute? Non, la CGT ne joue le jeu que de sa propre organisation. Après, chacun jugera. La CGT qui vient par ailleurs d'annoncer, donc vous le découvrirez en même temps que nous, qu'à Petroplus, 3 offres minimum avaient été déposées pour la reprise. 3 offres minimum avaient été déposées pour la reprise. Et sinon, le producteur égyptien d'énergie qui s'appelle Istit Mahat a bien lui aussi déposé un dossier de reprise pour la raffinerie Petroplus auprès du tribunal de commerce de Rouen. Merci beaucoup les uns les autres d'avoir participé à cette émission. Rediffusion de Ce C'est dans l'air à 22h35. On se retrouve demain en direct, il sera 17h45 et auparavant, Axel de Tarlé recevra son invité comme tous les jours. Merci de votre fidélité, bonsoir et à demain. Pour toutes vos questions sur l'actu, c'est dans l'air sur France5.fr.